Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet avocat Lando Associés par VK. Dans quelques minutes, on va parler des futures règles de publicité des actes des collectivités. Et comme ce dossier est gros et important, il s'agit d'un numéro double de votre édition des 5 minutes juridiques. Mais tout de suite, les brèves. Le gouvernement a adopté un projet de loi qui est en cours de débat parlementaire portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. Bon, tout le monde parle dans ce texte de la possible prolongation du pass sanitaire, pour laquelle le Conseil d'État, dans son avis, a dit « hop, 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 pratiquez donc un démantèlement progressif et territorialisé ». Mais dans ce texte, il y a aussi autre chose. Il y a peut-être le retour, pour quelques mois, a priori jusqu'à juillet 2022, aux règles covidiennes de tenue des assemblées, avec les souplesses en matière de quorum, de lieu de réunion, de visio, etc. Attendons de voir ce qu'il y aura dans le texte définitif. Pandémie toujours. La dernière fois, je vous ai dit, le TA de Cergy-Pontoise nous dit que si j'ai un agent qui doit se faire vacciner, mais qui est en congé maladie, alors je ne vais pas le suspendre, même s'il refuse de se faire vacciner. Oui, sauf que le TA de Besançon vient de dire l'inverse. À suivre. Deux décisions par ailleurs du Conseil d'État intéressantes, une sur le salaire minima hiérarchique et l'autre transmission d'une QPC sur ces questions de réforme de la haute fonction publique. En matière de contrat, toute une série de décisions aussi. Une, qui concerne l'Olympique de Marseille, redéfinit ce que sont les événements de force majeure pouvant entraîner une exonération de responsabilité contractuelle. Important. Donc les CCTG en matière de travaux de génie civil ont été modifiés, arrêtés du 7 octobre. Et puis, le Conseil d'État accepte pour la première fois de déroger à sa position habituelle. Sa position habituelle, c'est de refuser d'assimiler faute contractuelle et faute quasi intellectuelle. Il accepte désormais de déroger à son refus d'assimiler l'une et l'autre, mais dans un cas particulier. C'est uniquement dans le cas des tiers qui sont titulaires de marchés publics de travaux dans leur relation entre eux. Mais quand même, on avance un tout petit peu, sachant que c'est un pas qui a été franchi depuis longtemps par le juge judiciaire. Sujet dont tout le monde parle, c'est cette fameuse affaire du siècle. Il y a eu un second jugement du TA de Paris, condamnant la France à réparer un préjudice écologique avec des objectifs précis à atteindre, ce dans un délai qui est la fin de l'année 2022. Oui, sauf qu'il n'y a pas d'astreinte, que le contenu juridique est assez imprécis, condamnation indemnisée, Ce jugement est un symbole fort, avec des seuils précis, mais un contenu programmatique, opérationnel, à tout le moins flou, voire discutable. C'est d'ailleurs pourquoi, sans doute, l'État semblerait ne pas vouloir faire appel. Ce qui n'est pas du tout, en revanche, discuté, c'est le fait que de plus en plus de contentieux de redevances d'agence de l'eau confluent désormais vers le juge administratif. Le juge judiciaire l'avait déjà dit, le tribunal des conflits vient de le confirmer. Protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle des élus doit bien être décidée par l'Assemblée, par l'organe délibérant, quand il s'agit de l'accorder en tout cas. Terre de Lille. Et puis, il y a un an, je vous avais parlé de ce que le Conseil d'État avait libéré les sentiers douaniers. Ce n'est que dans des cas assez limités que les riverains peuvent bloquer ces chemins qui longent notre littoral. Eh bien, la CA de Nantes vient de mettre en œuvre de manière extrêmement claire ce nouveau mode d'emploi. Et puis, une décision importante vient d'être rendue par le Conseil constitutionnel. Ça fait plusieurs années que le Conseil constitutionnel a inventé ces nouvelles catégories de principes qui sont les principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France. Mais il n'en avait jamais trouvé un seul, jamais dégagé un seul. Ça y est, c'est fait avec la décision du 15 octobre 2021. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Et puis des mini-brèves, que voici, que voilà, et que voici encore. Mais tout de suite maintenant, abordons notre grand dossier, les nouvelles règles de publicité des actes des collectivités. Recueil des actes administratifs, rejet des arrêtés, rejet des délibérations, compte rendu de séance, PV de séance, affichage notification, tout ceci s'empile depuis plus d'un siècle et il fallait un toilettage voulu par la loi engagement de proximité qui fut fait par un décret et une ordonnance du 7 octobre 2021 que voici et que voilà. Sur tout ceci, nous allons alterner présentation de ces nouvelles règles et échange avec deux DGS que nous avons voulu interviewer. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On commence. À ce jour, il faut distinguer le compte-rendu de séance et le PV. Le PV, en réalité, correspond à un seul tout petit article pour l'instant dans le CGCT. Et la plupart du temps, le juge estime que l'on n'a pas de droit à un recours quand on veut modifier le PV. Du coup, des pratiques très souples, parfois de simple enregistrement du Conseil, se sont développées. Or, les nouveaux textes donne un contenu, un corps précis au PV. La grande souplesse, c'est qu'il n'y a que le maire et le ou les secrétaires de séance, élus donc, pas auxiliaires de secrétaire de séance, qui vont signer ce texte. Fort bien. Mais en revanche,
en termes de contenu et de périodicité, il se voit renforcé et il y a un risque même du coup que cet acte, en général considéré comme non susceptible de recours, puisse devenir susceptible de recours. Bon, idem pour département et région. Donc, inconvénient, ceux qui avant se passaient de PV ou le remplaçaient par un enregistrement ne pourront probablement plus s'en tenir à ces solutions de simplicité. Avantage, le contenu minimal du PV fait qu'on est clair pour dire que ce n'est plus le compte-rendu exhaustif analytique qui parfois s'imposait et qu'il n'y a pas besoin de faire signer ce document par tout le monde, mais on n'est pas tout à fait certain que le droit antérieur l'imposait en réalité. Alors, qu'en pensez-vous, messieurs les DGS ? Je gagne un peu de temps. Je partage, on gagne du temps. Eh bien merci. Le compte-rendu des séances du conseil municipal ou communautaire est supprimé au comité syndical. Donc il n'y a plus de compte-rendu. Alors on se dit, ah tiens, c'est bien, le compte-rendu dans les 8 jours à la porte de la mairie, il n'y a plus besoin. Oui, sauf que le droit continue d'exiger, c'est remplacé par un affichage de la liste des délibérations examinées par l'organe délibérant. On n'y gagne pas grand-chose, puisque finalement, on continue à avoir un affichage à faire dans les 8 jours et qu'un compte-rendu de séance était en réalité bref, en l'état de la jurisprudence. Il est à noter que les règles imposant que l'affichage ou la publication des convocations ne semblent quant à elles pas avoir été modifiées. Le droit départemental d'ailleurs est plus simple, rappelons-le. Messieurs les DGS. Ça va dépendre de ce qu'on nous met dans la liste de succincts. Je trouve ça relativement redondant avec l'ordre du jour à partir du moment où l'ordre du jour initial a été suivi en séance. À noter aussi, continuer à avoir des règles spécifiques de publication pour les délibérations en matière d'intervention économique ou de convention de DSP, ça ne change pas, mais c'est souvent oublié, j'en profite pour vous le signaler. Registre des délibérations maintenant. On a une signature simplement par le maire et les secrétaires de séance, donc tout le monde dit « Ah, il n'y a pas besoin que tout le monde les signe ». Mais avant, il n'y a pas besoin que tout le monde les signe. Et puis il y a d'autres ajustements, mais alors tout à fait marginaux. Il avait été envisagé de passer à un registre purement électronique, c'est refusé. Les nouvelles formulations sont même encore peut-être plus claires qu'autrefois sur ceci. Voici par ailleurs donc ce qui change. Rappelons que là aussi le droit départemental et régional est en réalité un peu plus simple. Qu'en pensez-vous, messieurs ? Alors je trouve qu'on s'arrête au milieu du gué entre le maintien du support écrit et le support des maths, et pour des raisons qui m'échappent complètement. Alors, je suis peut-être un mauvais exemple, mais nous, on était déjà au milieu du gué. Gros changement en revanche, suppression du recueil des actes administratifs qui avant s'imposait à partir de 3500 habitants pour les communes. Il y a à la place une publication dématérialisée sur le site des collectivités de leurs actes, hors actes individuels et de ceux de leur groupement. L'obligation d'affichage de publication sur papier est supprimée, mais il y a des souplesses qui ont été prévues pour les communes de moins de 3500 habitants et pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés. Avec un petit regret, c'est que moi j'avais pensé naïvement qu'on allait pouvoir avoir un site national façon circulaire.gouv.fr où on téléverse toutes les délibérations et tous les actes réglementaires, cela valant à la fois transmission préfecture et publicité une bonne fois pour toutes et facilitant les recherches plutôt que d'avoir à faire ça sur son propre site, etc., etc. Bon, c'était sans doute trop simple. Voici un petit graphique que je vous indique, qu'on peut voir un peu plus grand. Voilà. Qui détaille ce que sont ces nouvelles règles, avec quelques détails que voici ici. De nouveau, messieurs les DGS, qu'en pensez-vous ? On était déjà sur un open data au titre de l'interco. On s'arrête au milieu du gué là aussi et on nous laisse à la fois entre l'open data et le support écrit et c'est assez incompréhensible. Moi, je considère que le support écrit a son avantage et je reviens sur l'époque Covid, lorsqu'on étudie un peu les demandes de nos administrés. À ce moment-là, en tous les cas, je pense qu'on a eu une vision assez claire de ce que d'aucuns appellent la fracture numérique. Par contre, quand on parle de PLU et de SCOT, deux changements. Un, là, ça sera une publication sur un site national, géoportailurbanisme.gouv.fr. Pourquoi on n'a pas fait ça pour le reste aussi, mon Dieu ? Et deuxième chose, là, au lieu d'avoir une grande bascule vers le nouveau régime juridique au 1er juillet 2022, ça sera donc au 1er janvier 2023. Est-ce que ceci a votre agrément, messieurs les DGS ? C'est plutôt utile. Excellente initiative en termes de réflexion sur la projection de nos territoires. Bon, il y a une communication papier pour les demandeurs, oui bien sûr, il y a 2-3 corrections de bugs par ailleurs dans le texte qui sont prévues. Une télétransmission qui est impérative à partir de 50 000 habitants. La réalité sur le terrain, c'est qu'on est souvent avec une obligation de télétransmission en dessous ce seuil, de toute manière. Une transposition aux intercommunalités que voilà, et à l'outre-mer que voici. Reste à digérer tout ce texte, la mise en œuvre. Je le dis tout à l'heure, 1er janvier 2022, sauf 2023 1er janvier 2023 pour la partie urbanisme. Merci beaucoup,
Messieurs les DGS. Merci, à bientôt. Et merci à vous. Au revoir. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques parlant de associés pour VK. Pensez vous abonner. Merci, au revoir.